Lors de cette séance, on va traiter les anomalies chromosomiques chez l'homme et ses conséquences. Et cette séquence fait partie du chapitre 3, la génétique humaine, du programme de la deuxième année bac, option Sciences Maths A. En introduction, on verra que le karyotype caractérise chaque espèce. Et la méiose et la fécondation sont à l'origine de la variabilité des individus. Mais elles assurent la stabilité du stock chromosomique. Toutefois, certains dysfonctionnements peuvent entraîner des anomalies chromosomiques. Sur cette séquence, on verra quelles sont ces anomalies, d'une part, et ensuite on verra leur origine, c'est-à-dire quand se produisent-elles, et enfin, on va traiter les conséquences de ces anomalies chromosomiques. Quels sont les objectifs d'apprentissage? Premièrement, on doit s'approprier des savoirs relatifs aux anomalies chromosomiques et au diagnostic prénatal chez l'homme. Deuxièmement, le développement des habilités et des raisonnements scientifiques. Troisième objectif, le développement des habilités de la communication scientifique en mobilisant toutes les formes d'expression, que ce soit orale, écrite, schématique, graphique, en utilisant des supports divers. Et le dernier objectif d'apprentissage, c'est le développement des attitudes scientifiques. Maintenant, les objectifs cognitifs. D'une part, on doit étudier certaines anomalies chromosomiques tout en se basant sur les karyotypes et établir l'interprétation chromosomique convenable. Ensuite, on doit identifier les moyens de prévention prénatale des anomalies chromosomiques. Maintenant, au juste, c'est quoi le karyotype? Le karyotype, tout simplement, c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule donnée. Et par conséquent, c'est les chromosomes d'une espèce donnée, observable au niveau d'une cellule en mitose. Pour étudier ce karyotype, on doit d'abord le réaliser. Et pour le réaliser, on doit suivre quelques étapes. La première, c'est une prise de sang, du moment qu'il contient des cellules nucléées. Cette prise de sang, on la transforme sous la centrifugation pour obtenir les globules blancs, dont les lymphocytes. L'étape suivante, c'est de faire une culture dans un milieu favorable en ajoutant des stimulants pour avoir des divisions cellulaires successives. Et ensuite, on bloque la division cellulaire grâce à la colchicine qui bloque l'ensemble des cellules au stade métaphasique. Comme ça, on pourra observer facilement les chromosomes métaphasiques qui sont bichromatidiens. Après, on émet les cellules sous un choc osmotique pour libérer les plaques métaphasiques de l'ensemble d'une cellule. Ensuite, on fait des fixations, puis des colorations et des marquages des chromosomes. Et en dernier lieu, on observe ces chromosomes sous un microscope optique et en prenant une photographie, en l'agrandissant, on obtient ce qu'on appelle la garniture chromosomique. Et à partir de cette garniture chromosomique, on va classer les chromosomes selon 3 critères. Le premier, c'est la taille des chromosomes. Le deuxième critère, c'est la position du centromère. Et en dernier lieu, c'est les bandes colorées si on a fait le marquage. Ainsi, on obtient ce qu'on appelle le karyotype humain. Alors, un exemple de karyotype humain, c'est celui-là. Alors, si on observe bien, on va remarquer qu'on les a classés par paire ou par couple de chromosomes. La première paire représente les chromosomes les plus longs et la dernière paire, c'est les chromosomes de plus petite taille. Et on va garder à part certains chromosomes. Donc, si on observe l'ensemble du karyotype, on verra que c'est une cellule diploïde du moment que chaque chromosome possède un autre qui lui est homologue. Donc, une définition simplifiée du karyotype, le karyotype n'est qu'une représentation ordonnée, c'est-à-dire classée, rangée, de l'ensemble des chromosomes d'une cellule somatique, c'est-à-dire d'une cellule non germinale ou non sexuelle. Toutes les cellules somatiques
du corps possède l'intégralité des chromosomes, évidemment, à part les globules rouges, du moment qu'ils sont anucléés. Sur cette photo, on a deux karyotypes différents selon le sexe. On a le karyotype d'une femme par opposition au karyotype de l'homme. Alors il y a des points communs, il y a également des points propres à chaque karyotype. Les points communs, si on observe de la paire 1 jusqu'à la 22e paire, quel que soit le sexe, c'est à peu près les mêmes chromosomes. Et par conséquent, de la première paire jusqu'à la 22e, on les appelle des autosomes parce qu'ils n'interviennent pas pour la formation du sexe. Par contre, la dernière paire, qui est caractéristique pour chaque sexe, si c'est une femme, on remarque que les chromosomes homologues sont semblables ou sont similaires. C'est-à-dire qu'ils ont la même taille, le même positionnement, ainsi de suite. Par contre, chez l'homme, ces deux chromosomes, ils sont distincts. Pour cette raison, on appelle cette paire unique la paire des gonosomes. Gono, ça vient des gonades. Donc si on a XX, on aura la formation des ovaires. Si on aura XY, on aura la formation des testicules. Donc globalement, on distingue 22 paires d'autosomes. On les symbolise par les lettres grand A et qui sont rangées de 1 à 22. La première paire, c'est la plus grande. La plus petite, c'est la dernière paire qui est la 22e. À part la paire gonosomale qui caractérise soit la femme, soit l'homme. Parce qu'on va remarquer, les gonosomales chez l'homme, ils sont distincts. La représentation des paires des gonosomes, chez la femme, on la symbolise par XX. Par contre, chez l'homme, on la symbolise par XY. Maintenant, on va étudier les principales anomalies chromosomiques chez l'homme. Ces anomalies chromosomiques chez l'homme, on les différencie en deux types. Le premier type, ce sont des anomalies dues au nombre, et le deuxième type, c'est des anomalies de structure. Alors pour les anomalies de nombre, c'est comme une mutation. À vrai dire, l'anomalie chromosomique, c'est une sorte de mutation, sauf que c'est une méga-mutation, c'est-à-dire une mutation chromosomique. Donc la mutation, elle peut se faire soit par défaut, c'est-à-dire par délétion, soit par excès, comme celle-là. Ici, quand on dit trisomie, c'est-à-dire au lieu d'avoir une paire de chromosomes, on a trois exemplaires de chromosomes. La trisomie la plus répandue, et par conséquent la plus connue, c'est celle qui concerne la 21e paire. Au lieu qu'elle soit représentée par 2 exemplaires, elle est représentée par 3 exemplaires. Donc, c'est anormal. Ce syndrome qui s'appelle la trisomie 21, il a été découvert par Down, on l'appelle également le syndrome de Down, ou vulgairement on dit le mongolisme. Alors ici, sur cette photo, on a le phénotype d'un mongolien. Alors pour le mongolisme, d'abord sa fréquence, elle est de 1 sur 700. Elle affecte nécessairement la 21e paire des chromosomes, parce qu'elle comprend 3 chromosomes au lieu de 2. Cette personne atteinte de trisomie 21, elle a certains traits caractéristiques. D'une part, elle a un handicap mental et pas mal de malformations internes, comme des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes au niveau des reins. Et l'une des caractéristiques marquantes, au niveau du phénotype, en comparant la paume de la main d'une main normale à la main d'un trisomique, on remarque d'abord que sa main, elle est trapue, et d'autre part, elle ne possède qu'un pli palmaire unique au lieu de 2. Donc c'est une marque d'un enfant trisomique. Alors, le deuxième type d'anomalie, toujours une anomalie de nombre, c'est le syndrome de Klinefelter. Ce syndrome-là concerne non pas les autosomes, mais il concerne les gonosomes. On remarque qu'il y a 3 exemplaires de chromosomes sexuels au lieu de 2. Dans ce cas, on peut appeler cette anomalie trisomie XXY.
Alors, ce syndrome, sa fréquence elle est de 1 sur 700. Il touche nécessairement les personnes masculines, du moment qu'il y a le chromosome Y. Dans ce cas, l'homme sera stérile, très peu de pilosité, des caractères physiques féminins, comme des seins développés, ainsi de suite. En moyenne, l'intelligence elle est normale, sauf des cas où il peut y avoir des débilités mentales assez sévères, mais c'est rare. Maintenant, on va voir le deuxième type d'anomalie chromosomique qui concerne le nombre, non pas par excès, mais par défaut ou par délétion. Dans ce cas, la cellule œuf sera 2n-1. Donc, il y aura une paire où elle sera représentée par un seul chromosome. Dans ce cas, on les appelle les monosomies. L'exemple typique de ces monosomies, c'est celui-là. Il concerne toujours les gonosomes. Alors, cette personne-là, elle ne possède qu'un seul chromosome sexuel, qui est le chromosome X. Donc, on peut l'appeler monosomie X ou XO, c'est-à-dire X0. Alors, cette monosomie se traduit par la perte d'un chromosome. Il faut noter que cette anomalie, c'est la seule qui est viable. Les autres sont létales. Et toutes celles qui affectent les autosomes également sont non viables. C'est-à-dire, si on a une monosomie 21 ou une monosomie n'importe quelle autosomale, la cellule œuf ne se développe pas, donc c'est létal. Alors la monosomie X s'appelle également le syndrome de Turner. Sa fréquence elle est de 1 sur 2700. Le karyotype ne présente qu'un seul chromosome X. Donc, l'ensemble des chromosomes, ça nous fera 45 au lieu de 46. Cette monosomie affecte nécessairement les femmes, du moment qu'il n'y a pas le chromosome Y. Elles sont stériles, impubères et de taille anormale, c'est-à-dire un nanisme bien déclaré. En conclusion, pour le moment, on a vu 3 types d'anomalies chromosomiques liées au nombre. Le premier, c'est la trisomie 21 ou le syndrome de Down. Le second exemple, la trisomie XXY ou le syndrome de Klinefelter. Et la dernière anomalie chromosomique, c'est la monosomie X ou le syndrome de Turner. Alors, la définition d'une anomalie de nombre, c'est le problème dans le nombre des chromosomes. On peut parler de aneuploïdie, c'est-à-dire que le nombre des chromosomes, il est anormal. Par contre, la structure, elle est intacte. S'il y a un nombre anormal, c'est soit par perte d'un chromosome ou inversement le gain d'un chromosome. Quelquefois, il peut y avoir une anomalie qui touche plus d'un chromosome. Quelles sont les causes de ces anomalies chromosomiques? Les causes de ces anomalies chromosomiques, c'est souvent une anomalie méiotique, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident lors de la formation des gamètes et spécialement au cours de la méiose. On verra qu'il y a 2 types d'accidents. Le premier cas, il touche la première division qui est la division réductionnelle. Ici, on remarque qu'au cours de l'anaphase 1, au lieu que les 2 chromosomes homologues se disjoignent, ils migrent ici, dans ce cas, ils migrent vers le même pôle. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 4 gamètes à partir de la cellule mère. Tous ces gamètes-là sont anormaux, soit par excès, c'est-à-dire un chromosome de plus, donc on peut le symboliser par n plus 1, soit des chromosomes par défaut n-1. Alors supposons que ces gamètes-là seront fécondés par un gamète normal. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une cellule F à une formule 2n-1. Ça s'appelle une monosomie. C'est une anomalie par perte ou par défaut. Inversement, si ces 2 gamètes seront fécondés par des gamètes normaux,
ça va donner une trisomie, c'est-à-dire 2n plus 1. Donc on remarque ici que le problème vient de la non-disjonction des chromosomes homologues lors de la première division, c'est-à-dire la division réductionnelle. Le deuxième cas de figure, le problème ne vient pas de la première division, mais de la seconde division, c'est-à-dire la division équationnelle. Ici, les deux chromatides sœurs se séparent, donc elles vont migrer vers les deux pôles. Par contre, ici, il y a eu un accident, il y a eu le clivage du centromère, mais les deux chromatides ont migré vers le même pôle. Ce qui va donner, à partir d'une cellule mère, on va obtenir deux gamètes normaux. Inversement, ici, on va obtenir deux gamètes anormaux qui peuvent donner soit une monosomie, soit une trisomie. Par contre, ici, on va obtenir des cellules F normales. Donc, en conclusion, dans le deuxième cas de figure, le problème vient au cours de l'anaphase 2, c'est-à-dire les deux chromatides sœurs migrent vers le même pôle. On obtient alors des gamètes anormaux avec un chromosome surnuméraire ou un chromosome déficitaire. Ce schéma-là nous montre les deux cas possibles. Donc que ce soit lors de la première division ou de la première division, que ce soit lors de la première division ou de la deuxième division de la méiose, toujours le problème il vient de la non-séparation, soit des chromosomes homologues, soit des chromatides sœurs, ce qui peut engendrer des anomalies chromosomiques dont la plupart sont non viables, mais elles sont source de troubles dans le génome humain. Ça va donner soit des trisomies, soit des monosomies. Autre type d'anomalie, c'est ce qu'on appelle les anomalies de structure. C'est-à-dire le nombre reste normal, mais il y a un problème au niveau de la structure des chromosomes. Exemple, celui-là, si on compte les chromosomes, on verra qu'ils sont 46. Donc l'anomalie, on doit la chercher au niveau des structures des chromosomes. Cette anomalie se situe au niveau du chromosome 5. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux chromosomes ne sont pas tout à fait homologues. Celui-là, il lui manque un bras court. Ça s'appelle une délétion d'une partie du chromosome 5. Donc ça, c'est un défaut de structure et non pas de nombre, parce que le compte des chromosomes, il est de 46. Deuxième type d'anomalie de structure, ici si on observe bien le karyotype, on remarque que la paire 21, elle n'est représentée par qu'un seul exemplaire. Normalement, elle devrait être létale, non viable. Ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Si on cherche bien, on verra qu'un exemplaire du chromosome 21, il est soudé au chromosome 14. Donc c'est une translocation des chromosomes. On l'appelle également accolement du chromosome 21 sur le chromosome 14. Donc ça aussi, c'est une anomalie de structure et non pas de nombre. Donc selon la définition classique, les anomalies de structure sont la conséquence de cassures chromosomiques suivies par un ou plusieurs recollements anormaux. Alors si on revient sur le premier cas d'anomalie de délétion. Alors cette anomalie de délétion s'appelle également le cri du chat. Alors pourquoi cet enfant il est atteint de ce syndrome? Parce qu'il porte son nom en référence aux pleurs de bébé atteint qui ressemblent fortement à des miaulements de chat du fait d'une anomalie du larynx. Il s'accompagne d'autres symptômes comme une microcéphalie, c'est-à-dire un cerveau de petite taille, qui est à l'origine d'un retard mental. Donc ça prouve que cette anomalie, elle a fait perdre pas mal de gènes portés par le chromosome 5. Donc cet enfant-là, son génome, il est incomplet, même si c'est une anomalie de structure. La plupart de ces anomalies de structure sont dues
à des brassages entre chromosomes non homologues, comme ce cas de figure. Donc ici, on a des chromosomes simples. Après duplication, chaque chromosome est formé de 2 chromatides, mais on les a mis de tailles différentes et de couleurs différentes pour prouver que ce sont des chromosomes non homologues. Lors de la méiose, qu'est-ce qu'il peut y arriver? Il peut y avoir des échanges entre des chromosomes non homologues, ce qui va entraîner nécessairement une anomalie chromosomique, même si le génome reste intact du moment qu'il y a une translocation équilibrée. Donc la translocation, c'est l'échange de bras chromosomiques entre chromosomes non homologues. Il n'y a aucun symptôme chez la personne présente des anomalies équilibrées, mais les pathologies peuvent apparaître chez la descendance. Toutes ces anomalies sont repérables sur un karyotype. Les translocations équilibrées sont souvent, les translocations réciproques, comme ce cas de figure, elle est équilibrée. Et par conséquent, la totalité de l'information génétique est présente. Les problèmes viennent après, parce que cette personne-là, qui a cette anomalie chromosomique, sûrement, il va donner des gamètes défectueux. Donc le problème, on le verra sur sa descendance. La dernière partie qu'on va traiter, c'est le diagnostic prénatal des maladies génétiques, ou ce qu'on appelle le DPN. Alors, ce diagnostic prénatal, il est conseillé dans les cas des grossesses à risque. Alors, actuellement, il est possible de réaliser un examen médical avant même la naissance de l'enfant. Donc, c'est une médecine prédictive. Dans le but de quoi? Dans le but de détecter d'éventuelles anomalies chromosomiques ou géniques. C'est ce qu'on appelle le diagnostic prénatal. Alors, ce diagnostic prénatal, il est adressé à qui? Pas tout le monde. Il est adressé à certains groupes à risque. Par exemple, des parents ayant un enfant porteur d'une anomalie chromosomique. Dans ce cas, le risque est grand d'avoir d'autres enfants, par exemple, trisomiques. Autre groupe à risque, le cas où l'un des parents est atteint d'une anomalie chromosomique équilibrée. Également, quelquefois, s'il y a apparition d'indices anormaux lors de l'échographie chez la femme enceinte. Et surtout, lorsque l'âge de la femme enceinte dépasse les 40 ans, et tant que le risque est très élevé d'avoir un enfant trisomique. Alors, quelles sont ces techniques de diagnostic prénatal? La première, la plus banale ou la plus basique, c'est l'échographie. Alors, l'échographie, elle consiste à envoyer des ultrasons dans la direction du fœtus, de collecter les ondes réfléchies, les transformer en images fixes ou animées. Cette technique, elle permet de suivre le développement du fœtus grâce à la mesure de plusieurs paramètres tels que le volume du liquide amniotique, le volume de la tête, ainsi de suite. Mais surtout, elle permet également de mettre en évidence certaines malformations concernant la morphologie du fœtus ou quelques-uns de ses organes. Par exemple, l'une des caractéristiques morphologiques, c'est la présence de clarté nucale, qui est un indicateur de trisomie. Par exemple, dans ce cas de figure, on remarque ici, il y a l'absence de cette clarté nucale. Par contre, chez un enfant trisomique, elle est bien marquée. Donc, c'est un indice de trisomie. Donc, si on a cette clarté nucale, il est conseillé vivement de faire le diagnostic prénatal pour s'en assurer. Alors, les autres techniques qui concernent le diagnostic prénatal, c'est tous les trois suivent le même protocole. Donc, on fait le diagnostic prénatal non pas chez la femme enceinte, mais pour le fœtus. Donc, on doit prélever des cellules fœtales sous le contrôle de l'échographie. On prend un échantillon de ces cellules fœtales et grâce à cet échantillon, on réalise
un karyotype pour l'observer et pour découvrir s'il y a des anomalies chromosomiques ou pas. Donc pour faire le prélèvement, il y a trois possibilités. Soit on prend un échantillon de l'amnios, dans ce cas ça s'appelle l'amniosynthèse, donc c'est une technique qui consiste à prélever 20 ml du liquide amniotique. Dans ce liquide, il y aura des cellules fétales et par conséquent, ça permet de réaliser divers examens, soit des examens biochimiques ou karyotypiques. Autre technique, la biopsie fétale. Dans ce cas, on va prendre un échantillon des villosités placentaires. Donc ces villosités placentaires, elles sont fabriquées par le fœtus. On va les analyser génétiquement pour découvrir soit des mutations, soit des anomalies chromosomiques. Et la dernière technique, c'est la photoscopie. Elle consiste à prélever un échantillon de sang fœtal à partir du cordon ombilical pour une analyse chimique ou une analyse génétique des cellules qu'il contient. Alors, en conclusion, le PDN, c'est-à-dire le diagnostic prénatal des affections génétiques, il vise d'abord à reconnaître en cours de grossesse, à l'aide de différentes approches morphologiques et ou biologiques, à reconnaître une pathologie. Cette pathologie peut se manifester soit au cours de la vie fœtale, soit au cours de la vie du sujet à naître. Par conséquent, le diagnostic prénatal doit être planifié ou même fortuit, mais il doit toujours être précédé d'une consultation médicale, de conseils génétiques qui informent le couple et envisage avec lui les risques encourus pour la grossesse. Et ensuite, doit prédire les possibilités du diagnostic. Ce diagnostic, il a des limites, il a des avantages, des inconvénients, des contraintes. Mais en dernier lieu, la décision d'une éventuelle interruption de grossesse avec ses aspects médicaux, ses risques et son corollaire psychologique. C'est-à-dire ça peut poser des problèmes bioéthiques. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.